Nous allons parler maintenant avec Nicolas Gauthier de son ouvrage Le Pen comme vous ne l'avez jamais lu, aux éditions d'Eterna qui vient de paraître. Nicolas Gauthier est également collaborateur à la revue et sur le site de la revue Éléments. Alors, ce livre, en fait, constitue des entretiens que vous avez faits avec Jean-Marie Le Pen. Pas tous les entretiens, parce que si on avait dû publier tous les entretiens depuis que vous avez connu Jean-Marie Le Pen, c'est peut-être 20 ou 30 entretiens que vous auriez dû publier. Vous avez en fait commencé en 2002 et vous vous êtes arrêté une dizaine d'années après avec la revue que vous avez dirigée, Flash. Oui, voilà. Donc 4 entretiens, avec un entretien avec aussi Jeannie Le Pen à la fin de l'ouvrage, et un Le Pen qui finalement se livre, alors d'abord dans le support Parole d'Homme, ensuite dans la revue Le Choc du Mois, puis dans National Hebdo, puis dans Flash. Voilà, et on avait fait aussi un album, qui s'appelait l'album Le Pen, juste avant, c'était en 2001. Voilà, exactement. Donc voilà, je l'ai vraiment longuement interviewé. C'était toute la préparation du 21 avril 2002, et en gros jusqu'au moment où il y a passation de pouvoir à Marine Le Pen. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un Jean-Marie Le Pen qui se livre à vous de manière, je dirais, assez ouverte, et plus ouverte qu'en général pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il vous connaît bien, et que l'entretien ne consiste pas à lui poser des questions difficiles qui l'emmerderaient pour vous faire mousser, pour que lui soit pas content des questions qui lui sont posées. Vous cherchez plutôt l'approfondissement en le titillant quelquefois, en l'amenant sur vos propres thèmes. Ça oui, il ne le refuse pas de le faire. Et puis aussi parce que vous connaissez quand même mal les idées. J'ai intitulé l'émission « Les vraies idées de Jean-Marie Le Pen » parce que je pense qu'effectivement les vraies idées de Jean-Marie Le Pen ne sont pas connues et risquent d'être de moins en moins. C'est pour ça que c'est un témoignage pour l'histoire. Alors je pense que le plus simple serait de commencer finalement un petit peu différemment de votre livre, mais on va pouvoir baliser tous les thèmes qui ont été ceux que vous avez, sur lesquels vous êtes penché avec Le Pen, à la fondation du Front National en 1972. Le cofondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen, dans les années 70, deux thèmes retiennent l'attention du Front National et de Jean-Marie Le Pen. C'est d'abord l'anticommunisme, et c'est ensuite, assez rapidement, l'immigration vient après, mais pas tout de suite, grâce au nationaliste révolutionnaire François Duprat, qui arrive à convaincre Le Pen d'en faire un deuxième thème. Au départ, celui-ci n'est pas forcément très convaincu, puis il le sera de plus en plus, et il s'avérera que l'immigration sera le thème, en quelque sorte, presque de la vie électorale et politique de Jean-Marie Le Pen en tant que visionnaire sismique sur cette question de l'immigration. Il y a ça, et aussi, faut savoir une chose avec Jean-Marie Le Pen, c'est que c'est pas un homme de système. Ses idées ne sont pas figées. Il est capable de se remettre en question, sans le reconnaître par ailleurs, parce que l'homme était d'une mauvaise foi sans nom, mais ce qui compte, c'est qu'il le fasse, pas forcément qu'il le reconnaisse. Mais le grand tournant politique du Front National, c'est quand Jean-Marie Le Pen s'entête au début à se présenter dans les quartiers bourgeois, dans le 16e, le 8e, à Saint-Cloud, sur le thème de l'anticommunisme. Or, là, il fait une erreur d'analyse, c'est que les bourgeois ne votent pas pour leurs idées, mais pour leurs intérêts. C'est la fameuse phrase de François Mitterrand, voilà. La gauche a des idées, la droite n'a que des intérêts. Mais le virage, c'est quand il commence à se présenter dans les quartiers populaires. C'est dans le 18e arrondissement à Paris, c'est à Aulnay-sous-Bois, et là, des scores microscopiques à la 1, 2,5%. Il commence très rapidement, ça fait 8, ça fait 12. Et après, il y a l'élection de Jean-Pierre Sirbois à Dreux. Et là, le Front National entre dans une nouvelle phase. Et l'anticommunisme est toujours là, parce qu'on est encore en pleine guerre froide, mais la question migratoire et sécuritaire commence à prendre de plus en plus de poids, parce qu'elle correspond à son électorat. Ce qui est intéressant, c'est que quand même, au moment de la chute du mur de Berlin en 89 et de la désintégration de l'Union soviétique en 91, Jean-Marie Le Pen atténue un tout petit peu ses positions anticommunistes, parce que le monde change
et il devient assez anti-atlantiste parce que l'Amérique devient le seul modèle impérialiste qui menace l'identité des peuples et notamment de la France et de l'Europe. Donc, mais il n'abandonnera jamais jusqu'à la fin, quand il aura des références, des sources, etc. Il se rappellera toujours de cet anticommunisme international, de cet anticommunisme au quartier latin, de cet anticommunisme qui a été pour lui quand même quelque chose qui a bercé en quelque sorte son adolescence. C'était sa jeunesse, et plus on prend de l'âge, plus on regrette un peu le temps de sa jeunesse, que justement, c'était l'époque où on était jeune. Mais en revanche, oui, la chute du mur de Berlin, excusez-moi, c'est un des premiers hommes politiques à prendre la véritable mesure du changement. Fin du monde bipolaire, il faut savoir qu'il n'a jamais été anti-russe, il était anticommuniste. Et le fait majeur, c'est en 1990, quand il est contre la première guerre du Golfe, et ça, il le fait contre la majorité de son propre bureau politique. Alors, il y a une ruse, les bureaux politiques se tiennent le lundi matin, et lui, il balance un communiqué à l'AFP le dimanche soir, et il arrive tout frais comme la rosée, et dit à son bureau politique, vous avez vu mon communiqué, j'imagine que vous êtes d'accord avec votre président. Alors il y a Jean-Claude Martinez et Charles de Chambrun qui à l'époque étaient les deux seuls à rallier la position de Le Pen. Non, il y avait Roland Gaucher et Roger Olindre. Oui, aussi. Ouais. Alors Jean-Claude Martinez a eu des absences de mémoire. Pierre Sergent s'en va, pour des raisons qu'il regarde. Et Jules Monroe et quelques autres. Oui, mais enfin, Jules Monroe, c'est anecdotique. C'est un grand sociologue. Pas comme personnalité de qualité. Oui, mais et Jean-Marie Le Pen a été content de l'avoir au conseil scientifique du Front National. Comme personnalité politique, Jules Monroe... ne compte pas pour grand-chose, non, bien sûr. Alors, il y a quand même aussi autre chose qui est intéressant, c'est que lorsque vous lui posez la question justement sur sa position pendant la guerre du Golfe, alors, il explique ce que vous dites, puis il dit, mais oui, mais c'est marrant parce que le lendemain, quand j'ai demandé qui était pour, qui était contre, personne n'a levé le doigt. Personne n'a dit qu'il n'était pas d'accord avec moi. Alors que pourtant, je savais que tout le monde n'était pas d'accord avec moi. Il avait une autorité assez imposante, voilà, on va dire. Ouais. Et il dira d'ailleurs plus tard qu'à chaque fois qu'il y avait un bureau politique et qu'après des membres du Front National se plaignaient de telle ou telle direction, de telle ou telle ligne, jamais en bureau politique il n'osait dire à Jean-Marie Le Pen exactement ce qu'il pensait. Et puis il faut savoir que le bureau politique c'est plus une chambre d'enregistrement qu'autre chose. Les vraies instances du pouvoir c'est au bureau exécutif. Ils étaient 6 ou 7. Le bureau politique il est monté je crois jusqu'à plus de 30 membres. On ne décide rien à 30. Alors, ça c'est une question qui est peut-être très personnelle, mais est-ce que vous ne croyez pas que le moment, parce qu'il y a eu des moments Jean-Marie Le Pen dans toute sa vie, il y a eu des moments Jean-Marie Le Pen, mais si on doit en retenir un, c'est-à-dire un moment où Le Pen s'est vraiment caractérisé comme un homme d'État, un chef d'État, pourrait nous raconter d'ailleurs comment ça s'est passé exactement. C'est au moment précisément où il est allé rencontrer Saddam Hussein en Irak où il a refusé que le corps expéditionnaire français dans la guerre du Golfe ne soit justement effectué. Et là, il y a eu véritablement, il a réussi quand même à sauver des otages, à les ramener, etc. Il s'est fait d'ailleurs incendier, mais il a eu une position rassembleuse, une position vraiment de chef d'État, je crois. Oui, il y a ça. Et aussi, c'est un schéma qu'on retrouve également aujourd'hui avec l'Ukraine, où des gens comme Raphaël Glucksmann traitent Marine Le Pen de patriote en peau de lapin, parce que lui, qui n'a même pas fait son service militaire, va aller se battre en Ukraine. Enfin, c'est des enfants qui jouent avec des Playmobil, quoi. Ouais. Alors que Jean-Marie Le Pen est quand même l'homme qui a grandi dans la Seconde Guerre mondiale, il était jeune résistant. C'est l'Indochine, c'est l'Algérie, c'est le canal de Suez. Et les gens qui ont fait la guerre, eux savent vraiment ce qu'est que le sang, et je pense qu'ils chérissent plus la paix que les va-t-en guerre de salon. Alors, dans ce livre, il aborde absolument, et vous abordez avec lui, absolument tous les sujets. Je lirai quelques passages pour qu'on se rende bien compte de ce dont le livre recèle comme intérêt, comme... il faudra acheter le livre après nous avoir entendus. J'espère qu'on va vous donner envie de le lire, surtout. Il y a un point, justement, vous nous parliez du mur de Berlin, de l'Union soviétique, etc. On passe un peu de l'Irak à cela. Le Pen, assez tardivement,
être passé d'un anticommunisme, il le disait lui-même, hein, primaire, secondaire, tertiaire et viscéral, hein, il le disait lui-même, il le revendiquait, au moment du début des années 90, et même encore après, il se prononce d'abord contre l'OTAN, contre le parapluie américain, et puis surtout, il va plus loin, il parle d'une Europe boréale. Alors ça, un peu plus tardivement. Ça, c'est plus tardivement. D'une Europe de Brest à Vladivostok, une espèce de rêve, en quelque sorte. Il en parle une fois, mais il ne faut pas oublier que Jean-Marie Le Pen était un Celte, donc c'est un rêveur. Il a rêvé à l'Empire, un drapeau, 3 couleurs. Oui, il y a ses propos sur l'Europe boréale, mais c'est avant tout un franco-français. Ce qui n'empêche pas qu'il ait une vision géostratégique. Par exemple, tout ce qui était système autour de la Mare Nostrum, alliance avec la rive sud de la Méditerranée, ça, pour lui, c'était des choses vraiment qui comptaient beaucoup aussi. Et l'OTAN, où il est contre, parce que l'OTAN n'a plus de raison d'être. Je vous rappelle qu'à la chute du mur et la dissolution de l'URSS, il était conjointement prévu de dissoudre les armées du pacte de Varsovie et celles de l'OTAN. Les Russes ont cru aux paroles des Américains, ils sont bien naïfs. Il faut demander aux Sioux, aux Indiens d'Amérique, ils pourraient vous en parler. Donc oui, lui, ce qu'il voit juste, c'est plus des troupes qui nous protègent, c'est des troupes qui nous occupent. Comme en Union soviétique pour les différents pays de l'Est qui ont été occupés par le communisme. Voilà, mais il y a encore des bases d'occupation américaines en France. Il n'y a pas de... peut-être que Poutine va nous envahir demain, mais... Non, je crois que c'est pas pour demain. Alors, Jean-Marie Le Pen, justement, a dit souvent aussi, d'une manière un peu une boutade, hein, c'était pas forcément très sérieux, il aimait bien rigoler, mais derrière la métaphore, il y a toujours quelque chose de juste qui se cache. Il disait souvent, il faut être un peu mégalomane quand on fait de la politique. Si on n'est pas un peu mégalomane, on n'arrive à rien. Et c'est pour ça que je pense que Le Pen pouvait parfois avoir effectivement une certaine démesure, une certaine forme d'hubris, mais en même temps, ce qui lui permettait d'avoir des élans visionnaires et des élans qu'aucun autre homme politique, technocrate, gestionnaire ou autre n'aurait pu avoir, d'où le rêve de Jean-Marie Le Pen qui n'était pas complètement déconnecté de la réalité. Tout à fait, c'est quelqu'un qui n'a jamais été déconnecté de la réalité. Et il faut savoir, oui, on peut le dire sans faire offense à sa mémoire, qu'il n'était pas né le jour de la Saint-Modeste, qu'il avait tendance un peu à respirer l'air des autres. Il aimait construire son propre récit. Mais s'il n'avait pas été comme ça, jamais il n'aurait pu endurer ce qu'il a subi pendant toute sa carrière politique. Aucun homme politique en France n'a été calomnié aussi longtemps. D'autres l'ont été avant lui, Léon Blum, De Gaulle, Mitterrand. Mais dans le cas de Le Pen, s'il n'avait pas eu cette force celte, brute, et ce côté effectivement assez content de lui, jamais il aurait pu tenir le coup. Ce n'est pas possible, autrement on s'effondre. Regardez un François Léotard, sûrement bien plus policé, au premier embêtement, il a pris sa retraite, il s'est retiré, quoi. Oui. Alors nous parlions tout à l'heure avec l'ambassadeur du problème israélo-palestinien. Là, c'est intéressant aussi parce que Jean-Marie Le Pen, quoi qu'il dise dans le livre, a eu quand même une évolution. Au début des années 80, il considère qu'Arafat est un terroriste. Oui. Il demande la fermeture du bureau de l'OLP à Paris. Et puis, il évolue petit à petit. Et plus la question liée à l'Irak, et puis aussi à un certain détail peut-être quelques mois avant, ont joué en sa faveur, c'est-à-dire qu'il est revenu complètement sur ce qu'il était, c'est-à-dire un homme politique sioniste qui le revendiquait, et plutôt favorable à la cause palestinienne, mais sans être excessif, puisqu'il était favorable aux deux États. Alors déjà, il pouvait sembler excessif dans sa faconde, mais politiquement, c'est quelqu'un de très très mesuré. Alors il faut savoir qu'à l'époque, fin des années 60, toute la droite nationaliste est pro-israélienne. À part 2 ou 3, oui. Oui, il y a Maurice Bardèche et il y a François Duprat. Et il y a Pierre Sidos. Oui, et Pierre Sidos. Mais il y a François Duprat qui était un des membres fondateurs du Front National et vous le disiez à l'instant, qui a une grosse influence sur la politique du FN. C'est lui qui c'est le premier homme politique français à avoir établi des contacts avec l'OLP. Ouais. Comme quoi les choses sont toujours plus complexes. Alors après, oui, Jean-Marie Le Pen avait son tropisme pro-israélien, mais c'est aussi parce que c'est l'époque de la guerre froide, où de façon
pertinente ou non, le camp palestinien est assimilé au camp soviétique, et Israël, c'est la digue occidentale dans un Orient christo-islamo-marxiste. Mais Alors, est-ce qu'il n'y a pas, chez Le Pen, ça n'est pas sûr, mais je vous pose la question, est-ce qu'il n'y a pas, comme chez une certaine droite nationaliste dont vous nous parlez, qui était très pro-israélienne, aussi l'envie d'en découdre et de revenir comme une revanche sur ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie. En gros, on a perdu l'Algérie française, maintenant on va gagner celle contre les Palestiniens. Oui, où on va faire le match retour à Bagdad. Mais est-ce que c'est le cas chez Le Pen? Non, c'est pas sûr. Non, non, parce que Le Pen est quelqu'un qui ne connaît pas la rancœur. J'étais à la cérémonie à l'église Notre-Dame du Val-de-Grâce. Ouais. Bruno Maigret était là. Ouais. Il avait pardonné à Maigret, il avait pardonné à tout le monde. Il avait même pardonné à sa fille aînée, Marie-Caroline Le Pen. Il a mis du temps, mais il l'a fait. Ne soyons pas méchants, il a même pardonné à Laurent de South-Afrique. Et pourtant... Oui. Hein, mais Le Pen n'a aucune rancœur. Et avec son tempérament pétulant, il était capable de s'énerver, de se mettre à hurler, à faire trembler les murs. et de chanter 3 minutes après. Et voilà, 3 minutes après, c'était oublié. Ouais. On l'a connu dans ses murs, d'ailleurs. Voilà. Mais non, ça, effectivement, ce tropisme-là, oui, c'est souvent celle d'une certaine droite où il y a beaucoup de pieds noirs, et eux ont un passé très particulier avec le Maghreb, avec le monde arabe. Donc, je comprends qu'il y a une espèce de... Ce sont des gens qui peuvent s'assimiler, se faire un transfert sur les colons israéliens, et effectivement jouer le match retour contre l'OLP. Politiquement, ça n'a aucun sens, mais psychologiquement, ça peut s'expliquer. Oui, mais en même temps, ce qui est étonnant, et je le dis moi d'autant plus que je suis de famille pieds noirs, les Harkis, qui étaient des Maghrébins comme les autres, sauf qu'ils se sont battus du côté de la France, qui étaient 350, 400 000 et qui ont été massacrés, étaient les corélégionnaires de ceux qui se battaient dans l'armée française et qui étaient à côté des Harkis. C'est donc étonnant qu'il y ait eu ce racisme qui ait pu exister. Je ne veux pas faire du Yves Boisset dans Dupont de la Joie, mais ça n'est pas le cas de tous les pieds noirs, évidemment. Mais un certain nombre d'entre eux qui étaient racistes alors qu'ils avaient été les premiers amis des Harkis. Alors il y avait les bons et les mauvais. Certains pieds noirs étaient racistes, d'autres non, mais c'est vrai pour toutes les populations. Jean-Marie Le Pen, lui, fondamentalement, c'est pas qu'il était pas raciste, c'est qu'il était même antiraciste. Mais ce qui est logique, parce il y a la psychologie et aussi son passé, c'est un soldat de l'Empire. Il est au 1er régiment étranger de parachutistes. Donc pour lui, que ce soit le nom français, qu'il soit asiatique, d'Afrique noire ou d'Afrique du Nord, ça reste un soldat comme les autres. Oui. Alors justement, si on parle... un Français comme les autres, pardon, excusez-moi. Si on parle du pupille de la nation Jean-Marie Le Pen, si on parle de la guerre d'Algérie et de son incorporation dans l'armée française, et volontaire d'ailleurs, si l'on parle de Ahmed Djebour et de toutes de ces gens-là, du Bachag Aboualem et d'autres personnes qui soit étaient très proches de lui, soit le soutenaient, on peut se poser la question si finalement, d'une certaine façon, Le Pen était presque plus ouvert à l'identité de ses propres Arabes, avec qui il a pu mener des combats, plutôt que pour parfois ses propres racines bretonnes qu'il défendait avec acharnement, mais qui bizarrement étaient traduits sur le plan politique par un certain centralisme jacobin. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à comprendre. Tout à fait, mais là, par exemple, il n'y a pas de déterminisme ethnique. On peut être breton, être un breton bretonnant, et ce qui n'était pas son cas. Il aimait bien la Trinité, mais Marine Le Pen est comme ça. Et quand elle dit qu'elle a besoin du granit breton pour se ressourcer en vacances, c'est pas une figure de style. Mais pour le reste, oui, ils sont des jacobins. Oui, mais moi, je vais vous dire, Nicolas Gauthier, dans ce studio, nous avions invité avec Pierre-Alexandre Bouclet Jean-Marie Le Pen il y a une quinzaine d'années. Il nous avait fait véritablement pendant au moins 3/4 d'heure, 1 heure, mais un plaidoyer pour la contre-révolution, pour La Roche-Jacquelin, Cadoudal, etc. Oh, il voulait faire plaisir aux auditeurs de Radio Courtoisie. Non, il était sincère. On voyait que c'était vraiment son truc, c'était vraiment ça, c'était à lui, vraiment.
Et puis après, je lui ai posé une question. Ben alors, pourquoi est-ce que d'un autre côté, politiquement, vous défendez une sorte de quand même de jacobinisme? Et bon, il a étouffé, si vous voulez, la réponse. Il n'a pas vraiment répondu. Alors, Et je crois qu'il ne pourra jamais répondre, sauf à défendre un certain roman national. non, parce que là, je pense que vous faites une méprise. C'est qu'il est, il est jacobin, oui, c'est un centralisateur, mais enfin pas plus qu'Honorat. Hein. Oui. Non, mais c'est pas Robespierre, évidemment. L'histoire de la chouannerie, et ça, son amour de la chouannerie est sincère, parce que déjà, il y voit la revanche des gueux contre la bourgeoisie parisienne. C'est ce que dit François Furet lors la commémoration du bicentenaire de la Révolution française. Il dit la seule révolte populaire, ce sont les chouans. Ce sont des gens en sabots, les révolutionnaires. Bah oui, c'est l'équivalent, c'est Macron plus la guillotine, quand même. Oui, non, mais je suis bien d'accord, mais je pense qu'il a chez lui cette espèce de roman national. Je choisis, vous savez, c'est la fameuse phrase de Marc Bloch, je choisis la fédération, le baptême de Clovis, voilà, dans un même élan. Alors ça, il était comme ça. Pour lui, des gens qui pensent que la révolution est un bloc. Pour lui, la France est un bloc. Ouais. Et il assumait Pétain de Gaulle, Brasiliac, Aragon. Mais sans faire de droit d'un enfer, ou alors de manière sans faire de droit d'inventaire, sauf par des dilections affectives, je dirais. Après, on peut faire un bloc, mais on n'est pas obligé de... J'ai tendance à penser un peu comme lui, mais enfin, j'inclus pas la terreur et les guerres en Vendée dans ce bloc-là. Dans celui-là, ça, on peut zapper. Hein. Bien sûr. Autre point qui lui a été un peu reproché aussi, c'est son libéralisme économique. C'est un défenseur des PME-PMI, c'est un défenseur des petits artisans et commerçants, ça a été un poujadiste. C'est pas du libéralisme. Donc tout ça s'explique, mais quand il va jusqu'à défendre une certaine anthropologie libérale quand même, qui va de... Par exemple, il ne remet jamais en cause... le profit, il ne remet jamais en cause l'accumulation du capital et du profit. Et parfois, si vous voulez me faire dire qu'il n'est pas marxien, non, il n'est pas marxien. Ni même proudhonien, ni même... Non. Alors pourtant, il a travaillé sur les anarchistes, hein, il a connu les anarchistes. Oui, mais il raisonne comme le patron de PME qu'il a été. C'est une des choses sur lesquelles il nous rapprochait souvent. C'est qu'on n'a jamais été... L'un comme l'autre, on n'a quasiment jamais été salarié, quoi. Donc... Si vous dites, vous prenez pour du libéralisme ce qui est juste le ras-le-bol de la paperasserie, des persécutions administratives et fiscales, c'est assez proudhonien, ça, pour le coup. Non, mais il avait quand même une vision un peu utilitariste et un peu individualiste des rapports sociaux. On peut pas... paternaliste, si j'ose dire. D'ailleurs, même chez Poujade, vous savez, vous aviez des corporatistes et des libéraux, il était déjà du côté des libéraux. Donc je pense que son anticommunisme et son antimarxisme ont fait que parfois, il a voulu être cohérent jusqu'à défendre un libéralisme, quitte à défendre un libéralisme protectionniste, par exemple, parce que c'était ça son libéralisme, c'était un protectionnisme, protectionnisme et autocentré, c'était pas un libéralisme international. C'est pas un libéralisme à la Jacques Attali. Évidemment pas. Mais ceci dit, pour être tout à fait franc, je pense que, je ne vais pas faire tourner les tables, hein, mais je pense que les questions économiques le passionnaient pas plus que ça. Ouais. Tout bêtement. D'ailleurs, on en parlait avant. Il avait ce côté, chauffeur de taxi. Oh, les fonctionnaires, c'est bien de la feignasse, tout ça. Et puis les paperasseries. Et on en parlait avant cette émission. Dans le livre, il dit qu'il est pour le travail, le chantre du travail, qu'il est pour les 68 heures, que pour la retraite, il est encore plus pour... vraiment très, très travailliste. Il a dit aussi... Et puis alors, à côté de ça, il dit à l'encontre des anglo-saxons qu'il faut mieux travailler pour vivre que de vivre pour travailler. Alors déjà, pour tenter de répondre à votre interrogation, il faut savoir que aucun homme n'est taillé d'un seul bloc. Et on est tous esclaves, hommes ou femmes d'ailleurs, parfois de nos propres contradictions. Mais c'est bien de pouvoir en parler. Il faut pouvoir en parler. Mais lui-même, ça est arrivé de dire, dira, là, je suis même pas d'accord avec moi-même. Hein. On ne peut pas être d'accord avec les autres. Et puis aussi, c'est quelqu'un qui veut... Comme il est très libre, c'est pas pour rien qu'il fait son mémoire universitaire, il le fait sur Maurice Joyeux, sur l'anarchisme, parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas être esclave d'un système de pensée. Et puis c'est aussi son anti-étatisme. Oui.
Même finalement. s'il est pour un État fort. Oui, oui, c'est paradoxal. Mais c'est ça qui est passionnant, si vous voulez, dans votre livre, c'est qu'on a affaire à une personnalité entière et multiple, unitaire et en même temps très dilatée sur plein de questions auxquelles on ne s'attend pas et aux réponses qui s'y trouvent également. C'est un personnage paradoxal, un peu double et en même temps très entier, très monolithique. Oui. Comme du granit breton. C'est la façon dont Le Pen, à mon avis, a marqué la politique. Mais c'est surtout, il y a deux qualités chez lui. Déjà, c'est la gentillesse. C'est une des personnes les plus gentilles qui m'était donné de rencontrer. Ce qui ne veut pas dire que parfois il pouvait se montrer injuste, mais il s'en voulait après. Il se débrouillait pour... Parce que Le Pen n'a jamais dit qu'il s'était mal conduit, qu'il avait eu tort. Mais il avait moins raison que d'habitude. Mais il vous faisait comprendre que oui, là, il avait un peu chargé le mulet, quoi. Il y a ça et surtout... c'est la curiosité d'esprit qui le fait aller vers les gens. Et généralement avec une préférence pour ceux qui ne sont pas comme lui, qui ne pensent pas comme lui, parce qu'il veut comprendre ce qu'il y a dans leur tête. Ouais. Alors, il y a un passage que je vais lire dans votre livre qui est très, 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 très bon. Pourtant, on continue, alors écrivez-vous, à faire peur aux Français comme si on voulait leur inculquer la haine du risque, la crainte de vivre, l'appréhension du lendemain. Et Le Pen de répondre, c'est leur vision hygiéniste de la société. Ne pas boire un coup de trop, ne pas fumer une cigarette de trop, ne pas rouler trop vite en voiture, ne pas trop manger gras et éviter de trop faire l'amour à cause du sida. En attendant de nous demander bientôt de moins vivre, juste histoire de mourir un peu plus tard. Bientôt, il nous faudra probablement porter un casque en voiture, en attendant que cela ne soit exigé des piétons et des cyclistes. C'est déjà fait d'ailleurs. Oui. C'est sûr que dans le goulag Fleury, référence à Audiard et du col Claus Fleury, qu'il nous prépare, on vivra peut-être plus longtemps, mais le temps nous paraîtra aussi 2 fois plus long. Le pire, ce sera pour les cumulards, ceux qui sortiront d'un déjeuner bien arrosé et qui rouleront en fumant une cigarette, en dépassant les 3 km à l'heure la vitesse autorisée. On leur enviera bientôt le RAID et le GIGN, ces nouveaux ennemis publics numéro 1. Oui, je crois qu'en infantilisant les Français et en leur faisant peur à chaque moment de leur vie, ils vont bientôt nous changer la France en une gigantesque maison de retraite, un pays dans lequel même les gens seront des petits vieux tout mous avant l'âge. Ce n'est pas exactement ce que je souhaite pour mon pays. Bon, c'est magnifique. Là, il fait un bilan sismique aussi, mais Oui. avec une certaine légèreté et en même temps une expression française des formules qui sont choc, quoi. Mais oui, mais ça, c'est le. Il faut savoir que Le Pen, ça pouvait être un cauchemar à interviewer. Parce qu'il pouvait partir sur une idée sûrement pertinente, mais c'est pas celle sur laquelle vous vouliez, parce que le papier est construit sur tel thème. Donc il fallait toujours, c'était un peu comme Un pro de la digression. Oui, donc c'est un alezan qu'il faut tenir, bien lui tirer le licoule. Oui, le roi de la digression, parce que les Celtes sont un peu comme les Arabes, ils parlent de façon circulaire, ils vont jamais d'un point A à point B. On leur pose une question, ah bah c'est marrant, ça me rappelle l'âne boiteux que mon arrière-grand-oncle avait acheté à ma tante, des choses comme ça. Mais quand il était à l'aise, qu'il était joyeux, oui, il sortait des trucs qu'il n'aurait pas forcé. Il n'aurait pas dit ça, interviewé, je sais pas, sur France 2 ou à France Inter. Hein. Ils sont pas des médias connus pour leur humour dévastateur. Hein. Ils n'ont pas le rire communicatif, ces gens-là, qu'on va dire. Vous disiez d'ailleurs dans l'entretien que vous aviez vu Le Pen pleurer, verser une larme. Est-ce que c'était pas dans l'entretien avec Jeannie Le Pen, peut-être ? Si, parce que c'était pour l'album Le Pen. Et je lui ai dit, bon, on fait sa biographie qui était mêlée à celle du parti. Je dis, bon, il faut un morceau de bravoure à la fin, comme au cinéma, quoi. Je dis, bon, on va interviewer Le Pen, mais ça va être bateau. Et puis c'était fait un paquet de fois. Moi, je commençais à dire, bon, changer un petit peu. Et c'est là où je lui dis, effectivement, qui connaît le mieux qu'un homme que son épouse ? Oui. Et je lui demande pas la permission. Je lui dis, ah, ben là, on veut, pour la fin du livre, on va voir ce qu'on... j'ai trouvé une idée. Et j'ai appelé Jeannie, on a fait le grand entretien. Et le tout est maquetté. Jeannie a tout bien relu. Et Le Pen relisait l'album au fur et à mesure.
Et tiens, là, vous avez 12 pages, je vous préviens, peut vous intéresser, c'est une interview de votre femme où elle parle pas mal de vous. Et je m'éclipse pour aller fumer une cigarette sur le balcon, c'est à Montretout. Et je le voyais en train de lire. Il a l'œil qui mouillait un petit peu, quoi. Et il me dit bon, bah, Nicolas, il n'y a absolument rien à redire. Ah, quelle sensibilité, je ne veux rien toucher à ces pages. Et puis en plus, il change des choses. Je me ferai engueuler en rentrant à la maison. Et qu'est-ce qu'elle me connaît bien, cette dame-là. Oui. Bah, ce qui est logique. Alors, autre citation où on a du grand Le Pen. Alors, il parle du capitalisme et il dit « Cette logique capitalistique sera parvenue par l'absurde jusqu'à son terme et détruira d'elle-même. » Alors, vous lui dites « C'est assez marxiste comme commentaire. » Alors, Le Pen répond « Karl Marx n'a pas écrit que des sottises et c'est pour cela que j'en reviens à des valeurs fondamentales qui ne sont plus libérales que socialistes, mais seulement nationales. Il n'y a pas que le fric dans la vie. Et une nation, la France en l'occurrence, ne saurait se fonder sur des valeurs mercantiles. Ils n'avaient finalement pas si tort, ces enragés de mai 68, qui affirmaient qu'on ne saurait tomber amoureux d'un taux de croissance. Le Pen quasiment décroissant avant l'heure. Hein. Vous voyez, quand vous dites qu'il était libéral, je dis oui, à certains moments de la journée. Ouais, c'est ça. Alors, il reste 3 minutes, Nicolas Gauthier. Est-ce que vous avez eu, dans ces différents entretiens, d'après votre mémoire, des frustrations, c'est-à-dire des questions que vous auriez voulu lui poser, que vous n'avez pas pu lui poser, et aujourd'hui vous vous dites, voilà, s'il était en face de moi, voilà ce que j'aimerais lui poser comme question depuis qu'il est mort, ou est-ce que ça vous paraît, vous avez fait le tour, si j'ose dire, du personnage? Je vais vous décevoir, que j'ai un peu ruiné votre fin d'émission, non, il n'y aura pas de scoop final. Non, mais il n'y en aura pas, non, évidemment. Toutes les questions que je lui ai posées, il y a toujours répondu. Sauf la question sur Chavez. Il ne répond pas sur la question sur Chavez. Il est sur Chavez, mais il m'a fait certaines réponses que j'enregistrais et que je n'ai pas couché sur papier. Sur Chavez? Non, sur d'autres sujets. Sur d'autres questions plus intimes. Voilà. Ouais. Vous vouliez rester sur un terrain politique, social. Et puis c'est pas vous, je vais apprendre que une interview, pour qu'elle soit bonne, doit être très réécrite. Oui. Alors Le Pen avait... Alors, pour certains hommes politiques ou gens connus, il faut vraiment tout retraduire en français, parce que c'est une catastrophe absolue. Si on les fait parler comme ils parlent, ils vont passer pour des demeurés. Le Pen, on pouvait quasiment écrire... il n'y avait rien à changer. Il y avait même de la ponctuation quand il parlait. Bah oui, autant il était digressif, autant il avait un français d'exception. Pour qu'une interview, un entretien soit punchy, il y a des moments où il faut couper, il faut raccourcir. Des fois, faut allonger telle phrase et on lui fait relire. Et généralement, ça passe si c'est bien fait, quoi. Alors, je rappelle donc l'ouvrage que vous venez de publier, Le Pen comme vous ne l'avez jamais lu. Entretien avec Nicolas Gauthier, préface de Philippe Randa aux éditions d'Eternas. C'est un livre qui fait 151 pages. Et on peut le commander sur le site francefi.com. Francefi. PHI comme Philippe.com. C'est le seul site où on peut se le procurer, a priori. Non, vous allez le trouver sur le site de la Fnac, sur le site d'Amazon, sur... Oui, puis il y a des différents sites aussi, je pense à celui à Boulevard Voltaire, où il y a eu un article sur votre ouvrage, on peut éventuellement renvoyer à ce propre entretien. Vous cliquez sur le livre, le lien est direct. Voilà, si vous ne connaissez pas, contrairement à ce que vous pensez, Jean-Marie Le Pen, si vous voulez récapituler synthétiquement les idées politiques de Jean-Marie Le Pen, en tout cas ces 10 dernières années qui ont été des années importantes, parce que c'était des années finalement où il était relativement, je dis bien relativement libéré des contingences électorales et où il pouvait vraiment dire ce qu'il avait à dire, achetez ce livre Le Pen comme vous ne l'avez jamais lu. C'est un livre, je pense, qui vous intéressera et qui permettra de ne pas clôturer, de ne pas fermer la porte après la mort de Jean-Marie Le Pen il y a 2 mois, mais de pouvoir encore communier avec l'esprit qui est le sien et connaître encore ce qu'il apporte comme témoignage historique. Merci, chers auditeurs, et on se retrouve jeudi prochain.